top 6 des pivots NBA 2022-23. Un 6 comme top 6. Salut. Un 6 comme top 6, tout à fait. Comment ça va, Alex? Bah ça va bien, ça va bien, ça va bien. Ça enchaîne. Nous sommes en plein été, coquillages et crustacés. Vous avez ce magnifique setup made by Léonce, le MVP. Vous savez quoi mettre en commentaire. Et ça continue. On s'est pris la gueule sur les meneurs. On s'est défoncé sur les arrières. On a beaucoup débattu sur les ailiers. Pareil pour les ailiers forts. Aujourd'hui, on s'occupe des pivots. Les pivots. Les pivots, ça va glisser tout seul. Naturel, tac, pouf. Les arguments sont limpides. Autant pour le 1, ça risque d'être court. Autant pour les autres postes, attention. Ah bon? Attends, on va voir. Il y a des garçons qui ont fort contribué, fort. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que ça ne va pas bouger. On va faire un top 6. Vous avez un tableau juste ici, avec les 6 pivots qu'on va mettre. Alex en aura 6, je vais en avoir 6. On va faire 6, 5, 4, 3, 2, 1. Avant ça, on donnera une petite mention, un petit shout-out, un petit clin d'œil à un copain qui n'est pas rentré dans le top 6, mais à qui on voulait quand même rendre hommage. Avant ça, on rappelle, Alex, quand même, les petits critères, que ce soit pour le pivot ou les autres postes. On prend un peu de tout, il y a de l'intrinsèque, mais pas que, hein. Les stats, l'impact du joueur en lui-même, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il est capable d'apporter, leadership évidemment, dureté, régularité. C'est-à-dire qu'on ne se base pas forcément que sur la saison 22-23, on regarde aussi ce qui vient de se passer dans les 2-3 saisons précédentes. Bien sûr. Le fait d'être capable d'être en santé et d'être sur le terrain, on l'a vu dans tous les top 6, là ça joue beaucoup. Régularité dans les performances et sur les parquets, tout à fait. Le rôle exact du gars, les résultats collectifs qu'on peut faire autour de lui, les deux côtés du terrain. Les deux côtés du terrain, leadership, hein. Ouais, c'est ça, exactement. Donc là, ça nous fait déjà pas mal. Et après, il y a le petit bonus, quoi, le côté intrinsèque, quoi. Le fameux intrinsèque, tout le monde est sur le playground, en chasuble, et on va voir qui on va prendre, évidemment. On a aussi le type de jeu qu'on préfère. Attention, là, les postes de pivot, vous êtes quoi comme pivot aujourd'hui? Vous êtes un pivot plutôt extérieur qui fait des passes dans le dos? Vous êtes un pivot dominant au poste? Est-ce que vous êtes un pivot protecteur d'arceau qui survit un peu offensivement? Ou vous êtes un pivot nouvelle génération qui shoot à 3 points et peut aussi bien défendre sur switch? Il y a plein de registres différents. Plein. Qu'est-ce que vous êtes capable de produire au rebond, qui est un secteur important pour un pivot? Oui. Et un aspect vachement intéressant pour moi, et d'autant plus sur ce poste, et j'ai très hâte qu'on puisse en débattre, si nous sommes dans le 4e quart-temps d'un match serré, est-ce que votre coach vous sort ou vous pouvez rester? Tout à fait d'accord. Ah, alors là, attention, parce qu'il y a des garçons qui doivent dire, en fait, je suis trop bon les 3 premiers quart-temps, mais on m'a tellement ciblé que je suis obligé de sortir. Est-ce que je serai encore là quand ça va être serré ou pas? Je suis d'accord, je me marre parce que je sais très bien à qui tu penses, enfin à qui au pluriel tu penses, ouais. Ah oui, voilà, au pluriel. Ouais, à quel joueur au pluriel, quels joueurs? Ah bah oui. À quels joueurs tu penses? Ah oui. Il y en aura plein, mais donc ça va faire une belle liste. Et pour faire une belle liste et pour faire un top 6, il nous faut justement une liste. 1, 2, 3, pour le plus grand plaisir de Léon, c'est qu'est-ce qu'on a? Magnifique. On ouvre ses oreilles, DeAndre Ayton, Rudy Gobert, Joel Embiid, Nikola Vucevic, Alperen Sengun, Jarrett Allen, Kristaps Porzingis, Kevin Looney, Domantas Sabonis, Nikola Jokic, Brook Lopez, Jonas Valanciunas, Clint Capela, Bam Adebayo, Nick Claxton, Walker Kessler, Robert Williams, Miles Turner, Jakob Poeltl, Wendell Carter Jr. et mon joueur préféré, Youssouf Nourkic. J'ai oublié du monde ou ça va? T'as l'impression qu'il manque des pivots? Bismack? Non, là t'as ratissé ultra large. Onyeka Okongwu? Ouais. T'as mis Daniel Gafford? Non, mais j'ai mis Paul Reed. Bien. Non, mais c'est bien, c'est important. Faut respecter. Ça fait une belle liste. Vous la prenez et vous commencez à réfléchir. Attends, ok, je sais mon 1, je sais mon 2, je sais mon 3, mais attends, je fais quand même en 4, 5, 6. Alex, il y a quand même du débat. Hein. Me dis pas que ça a été fluide pour toi, genre 6, 5, 4, 3, 2, 1. Allez, Bastien, à demain. Ça va. Non, je déconne, évidemment. Il y a des débats, mais franchement, j'ai eu un 1, 2, 3, 4 assez fluide. Moi aussi, même mais sans trop de discussion, même avec moi-même. Est-ce que c'est le poste? Après, j'étais en galère. Est-ce que c'est le poste sur les 5 qu'on a fait? Est-ce que c'est le poste où ça a été le plus facile à préparer? J'ai l'impression que oui, quand même. Parce que j'ai une galère en 5-6. Il y a des gars, là, je sais pas trop comment les gérer, tout ça. Mais j'ai fini par trouver un équilibre. Ça va faire des déçus, mais bon, à l'habitude. Ah, j'entends. Moi, j'avoue que ça a été un des plus faciles parce que vous pouvez revoir les 4 derniers. Hein, sur les ailiers forts, c'était une galère sans nom. Sur les ailiers, bonjour la concu. Sur les arrières, quand même, c'était pas aussi évident que ça parce qu'il y avait un bon spot. Et puis, alors, sur les meneurs, bonjour la prise de tête. Donc, à vous de voir comment est-ce que vous avez fonctionné. Ce qui est sûr et certain, c'est que Alex, avant de commencer ce fabuleux top 6, il y a un joueur
qui n'a pas craqué ta rotation, qui n'a pas craqué justement ton top 6 et à qui tu voulais rendre hommage. C'était qui? Brook Lopez. Ça a été dur, mais... Parce qu'il vient vraiment de sortir une saison super, quoi. Saison gros contreur, mais toujours les 3 points. Bah, c'est Brook Lopez, on connaît en attaque. 3 points, ça fait un petit moment, ça fait plusieurs saisons maintenant que Brook Lopez est devenu, genre ça fait 5-6 saisons, là, c'est venu un peu à Brooklyn. Puis depuis qu'il est à Milwaukee, bon, les pourcentages sont parfois coup-ci, quoi. Mais là, cette saison, il y a vraiment un 37% de loin, sur un volume de presque 5 tirs à 3 points pris par match. Et puis, il y a vraiment une belle protection de cercle, là, où il a complémentarité à côté de Giannis, qui est un joueur de close-out et dead, complètement fou furieux. C'est vrai que la protection de cercle de Brook Lopez, là, Budenholzer nous avait trouvé un duo vraiment hyper intéressant, quoi, faut le dire. Bien sûr. Maintenant, blessure, âge et manque de rebond sont les 3 facteurs qui ont fait qu'il est là, il a gratté mon top 6, et puis à la fin, j'ai fini par me dire, non, quand même, je pense que je prendrais d'autres gars. Il a 35 ans, hein, Brook Lopez. Il a 15 saisons dans les papates, lui. Il a de la saison dans les papates, lui. Hein. Bien sûr. Bouge pas. 15 saisons. Il a joué au New Jersey Nets. Donc à partir du moment où tu as joué au New Jersey Nets, c'est que tu as un bout d'historique, quoi. Il a pas joué au New Jersey Nets. Il a collé 20 points par match pendant 4 saisons au New Jersey Nets. Oui, bien sûr, mais je veux dire par là, il a joué après au Brooklyn Nets, mais il a surtout joué au New Jersey Nets, tu vois. Oui, mais avec les New Jersey, c'est quand que ça passe à Brooklyn? 2011? Début 2010, 2011, ouais, un truc comme ça. C'est ça, donc il en a au moins 3-4 avant, Brooklyn. Ouais. Il a quasiment 1000 matchs en carrière. Là, parmi les gars qu'on va citer, 1000 matchs en carrière, voilà, ça va pas être si souvent. Voilà, tu vois. Donc, kilométrage, ça c'est vraiment les kilométrages, âge, tendance aux blessures, même si là, la saison dernière, nickel. Il a même plutôt bien fait des bons playoffs. Malheureusement pour lui, ça a dégagé au bout d'un tour, hein, donc ça, voilà, c'est la vie. Voilà, j'ai pas pu le rentrer. Mais il a gratté fort, alors que honnêtement, avant cette saison, il grattait pas. Là, il gratte parce qu'il me fait vraiment, à 35 ans, une saison à 16 points, avec du contre. Ça s'est vu défensivement. Il a été dans la course au défenseur de l'année. Enfin, je veux dire, attention, quoi. Ouais. Il aurait eu le défenseur de l'année. On aurait dit, ouais, mais il est à côté de Giannis. Ok, on aurait pu discuter, mais il était dans la course. Il était énorme. Donc, j'ai pas mis Brook Lopez. Voilà. On va voir. Je n'ai pas mis Nikola Vucevic. Oui. Bon. Pas une surprise. Ah, bah, je sais pas, tu sais. Parce que quand même, le Vooch, on est encore toujours sur des productions statistiques à 18 points, 11 rebonds et 3 passes de moyenne. Il s'est bien ajusté dans son nouveau rôle. Mais je voulais juste faire une petite dédicace parce que le Vooch, en fait, bah, mine de rien, il y a encore 1 an et demi, c'était un All-Star. Où en fait, il n'y avait pas trop de. Tu vois, enfin, je veux dire, il faisait partie des meilleurs pivots de la planète. Depuis 2 saisons, tu ne plus dans un top 6. Là, mais là, c'est compliqué pour Vooch. Il vient de prendre une belle prolongation de contrat. On a vu le tarif et je me suis dit, bah voilà, c'est officiel. Vooch fait plus partie des meilleurs pivots, 5-6 meilleurs pivots de la planète. C'était vraiment un truc qui était. Enfin, je veux dire, c'était clair. Il y a de la saison quand même de Vucevic où il est à 30 ans, là. Il est à 23 points, 11 rebonds et 4 passes de moyenne. Je veux dire, c'était énorme. Ce qu'il avait fait du côté d'Orlando, alors ça allait pas très très loin. Mais il a quand même bien contribué. C'était un transfert où quand même c'était assez sismique. Enfin, je veux dire, quand nous on avait fait la trade deadline, Alex, Vucevic qui se fait transférer à Chicago, c'était un gros truc. Oui, non, mais... C'était un main event. Mais c'était il y a 1 an et demi. Hein. Ça va très vite. Il a envoyé du sale avec le Magic et tout, mais c'est vrai que là maintenant, comme tu l'as dit, il a 33 ans, là, ça y est. Et il a 33 et au-delà de l'âge, parce que moi il y a des garçons quand même qui ont de l'âge et quand même je continue à leur donner un peu confiance, on va peut-être en reparler dans le top 6. C'est vrai qu'au-delà de l'âge, il y a cette chute, quoi, et que tu te rends compte que Nikola Vucevic, c'est le 3-4e meilleur joueur d'une équipe qui va essayer d'aller un peu loin potentiellement, mais voilà, la chute elle se fait gentiment. Il y a 1 an et demi c'était le main event de son transfert à la trade deadline. Aujourd'hui il prend 20 millions la saison et on a dit ouais, lui ou Jakob Poeltl, on n'est pas sûr. Ouais, donc c'est important aussi de noter l'évolution du poste de pivot, où là tu vois les pauvres, enfin je veux dire il y a des Victor Wembanyama qui débarquent et tout en NBA, on aurait pu en parler chez Zayefort. Putain, la violence pour des gars comme Vooch, quoi. Ça y est, l'ère des dinosaures, elle va devoir laisser place à des mecs tu sais plus comment faire. Ouais, et puis on va en parler tout le long de cette vidéo. On a pas mal de mecs juste en dessous de la trentaine qui sont donc dans leur prime et qui sont
devant Vooch, quoi, nettement. C'est clair. Ceci étant dit, avant de démarrer le top 6, Alex a donc fait une mention pour Monsieur Brook Lopez. J'ai fait une mention pour Monsieur Nicolas Le Vooch, qui restera du côté de Chicago jusqu'à preuve du contraire ou transfert d'Arthur Ascaris-Ovas. Qui est dans votre top 6? Alex, t'es prêt? Oui. Je vais montrer une dernière fois. Le tableau du top 6, il est vide aujourd'hui. Et maintenant, Alex, tu vas me dire qui tu as mis en entrée de ton top 6 des meilleurs pivots en 2023. DeAndre Ayton. Oh, le homer. Oh, le culot. Non, je l'ai mis dans mes 6. Très bien. J'ai mis Brook Lopez. Bah voilà. Bah, la discussion, elle existe. Ah ouais? Elle existe. Ah oui. Bien sûr qu'elle existe, la discussion. Déjà, ils ont 12 ans d'écart, déjà. Ouais. Ah bah... Et il y en a un qui prend des rebonds, pas l'autre. Le mec, il pianote. Il y en a un qui défend. Oh, Ayton, il défend, t'es vache. Je rigole, il défend. Ayton, les deux côtés, c'est pas si mal. Ayton, en fait, limite... Il y en a un qui rend pas fou ses coéquipiers, on va dire ça. Voilà. Attends, mais bien sûr. Attends, mais c'est pour ça qu'il est que 6, hein. Il y en a un qui bonifie le collectif et l'autre qui le pète. Et si Ayton, il savait bien gérer un rôle à la Brook Lopez, il serait pas que 6, hein. Ah bah non. Parce qu'Ayton, c'est un 18-10 dans son sommeil. Mais oui. Dans mais son c'est sommeil, c'est 18 points, 10 rebonds. Mais c'est ça tout le problème. Vooch aussi. Ah mais attends, non, Vooch, il défend vraiment pas comme Ayton. Ayton, il est capable, hein, il a montré. Hein. Faut pas non plus dire que Vooch défend comme une passoire, attention. Non, pas une passoire, c'est un mais défenseur moins intelligent. bien qu'Ayton. Ayton, sur l'homme, moi je prends Ayton tout le temps. Quand t'as des gros pivots en face, moi je prends Ayton tout le temps. Et sur les switches, je prends Ayton aussi par rapport à Vooch. Hein. Je suis en train de comparer à Vucevic, hein, qu'on soit bien clair. Ah ouais, sur les switches, je prends Ayton tout le temps. Il est capable, hein, il est capable. Je trouve que le débat s'enregistre. Non, pardon, je dis juste, je trouve que le débat a vraiment lieu parce que Vucevic, faut pas non plus. Enfin, c'est un défenseur très intelligent et hyper respecté par les joueurs NBA parce que justement, c'est un défenseur cérébral. C'est un mec qui arrive à bien lire les angles et qui a une verticalité. Ce n'est pas le même athlète que DeAndre Ayton, mais attention, parce que c'est un mec quand même qui fait le boulot. Ouais, mais les défenseurs cérébraux qui se font passer l'épaule à un drive sur deux, il y en a quand même un peu trop parfois, tu vois. Je comprends ce que tu veux dire. Je dis pas que Vooch est un défenseur à chier. Je te dis qu'en défense, je prends Ayton tout le temps. Tout le temps. Moi, Ayton, là où il m'énerve, c'est dans son comportement global. C'est que... Là, je prends Vucevic tout le temps. C'est un 18-10 en dormant, mais ça devrait être un 25-13. Bah ouais, mais voilà, c'est ça le problème d'Ayton. On le sort maintenant, le terme soft ou pas? Ah ouais, tu peux le sortir. Ouais, soft. Bien sûr qu'il est soft, avec un grand S. Après, à sa décharge... on peut toujours trouver des choses où ça n'a pas été simple pour lui chez les Suns, s'il n'avait pas forcément les ballons. Ok. Et peut-être qu'il aurait dû se casser, peut-être que les Suns auraient dû le trader, et peut-être qu'un jour, ils le traderont, et qu'il se retrouvera à faire du pick and roll avec un meneur qui lui filera plein de ballons, et que ça... Ok. C'est vrai qu'il a un shoot mid-range, il a dû toucher, hein, Ayton, hein, il finit bien. Tu peux pas trop le laisser, la ligne de lancer franc à 5-6 mètres, là, tu peux pas trop le laisser, Ayton. Hein. Donc, c'est indéniable. Moi, je l'ai mis dans mes 6, parce que je suis un homer, mais surtout parce que, en fait, il était à la guerre avec Vooch, avec Brook Lopez. Il était là, dans cette bataille, là, pour être dans les 6. Et donc, toi, t'as mis Brook Lopez. J'ai mis Brook parce que... On verra si on a les 5 même au-dessus. Non, mais ça me fait... Tout à fait. J'espère. On va voir. Bah, je sais pas, peut-être que t'as Ayton en 3. Non. Spoiler, non. Réponse de Bastien, non. Non, mais ça me fait sourire parce que sur la vidéo précédente, tu disais que Zion n'avait pas craqué ton 6 et je l'ai mis en 6, et Brook Lopez n'a pas craqué ton 6 et j'ai Brook Lopez en 6, là sur le poste de pivot. Donc hâte de voir pour les coachs ce que tu vas nous mettre. Je l'ai pris Brook Lopez parce que oui, j'entends sur les histoires de 35 ans, de blessures, etc. Mais en fait, j'ai aligné plein de gars avec Brook Lopez et je me suis dit, à chaque fois, je prends Brook. À chaque fois. Il n'y a plus que l'argument de l'âge pour moi, vraiment. Parce que tu me mets Brook Lopez aujourd'hui et DeAndre Ayton, je prends tous les jours Brook Lopez. Mais tous les jours. Parce que c'est un mec qui va avoir plus de capacité à stretch offensivement, qui peut encore quand même produire au poste, où il n'y a aucune question de mental ou d'approche ou de capacité à bonifier un collectif. Brook Lopez, le mec, il a refait son jeu en carrière. Je veux dire, c'est un truc de malade. Le mec, il y a 3 ans, était aux Lakers, on disait on ne sait pas s'il va rester en NBA. C'est devenu un sniper à 3 points, c'est un protecteur d'arceau de malade. Il était dans la discussion du défenseur de l'année. Alors oui, on dit qu'il y a Giannis, il y a Jrue Holiday, il y a d'autres gars qui défendent bien autour. Mais attention, quand tu vois comment parlent Giannis et Jrue Holiday d'un gars comme Brook Lopez, en termes de pilier fondamental, pas que sur le terrain, mais dans le vestiaire, de ce qu'il est capable d'apporter de stabilité, je crois que c'est pas pour rien aussi que là, la free agency, il y en a qui étaient comme ça sur la prolongation de Brook Lopez. Hein, et qu'on a vu le tarot tomber. On a dit, le mec, il est fondamental. Et DeAndre Ayton, on n'est plus sur des histoires de...
Allez, tiens, va voir ailleurs s'il te plaît parce qu'on adore ton potentiel, mais en fait là t'es en train de, t'es pas du tout dans la timeline quoi. Ouais, il est pas dans la timeline des Suns, c'est vrai, hein, c'est vrai. C'est terrible. Et peut-être qu'il va y re-rentrer avec le nouveau coach Frank Vogel, c'est ce que Frank Vogel essaye de nous expliquer là. Il a dit si tu défends, tu joues. Là, il a pas mal martelé. Et tout, j'ai hâte de faire la trade deadline avec toi. Bah, les Suns, ils ont besoin d'Ayton. Hein. Comment ils sont construits aujourd'hui, ils ont besoin d'Ayton pour ses rebonds et sa défense. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas tellement besoin de lui pour ses paniers en attaque. Ce qui est un peu dommage pour Ayton, qui est plutôt un joueur doué offensivement. Je te rejoins totalement sur le côté attention. Le côté soft fait qu'on a envie de, on a envie de le secouer. Attention à ne pas non plus tout dénigrer. C'est que Ayton. Cette fameuse épopée vers les finales NBA. Où... les playoffs 2021 d'Ayton, c'est sérieux. Hein. AD au premier tour, Jokic au deuxième, il fait grave le boulot. Il n'est pas du tout à démériter face à d'autres garçons, mais je pense qu'il y a encore un peu de temps avant qu'il passe le maître Jedi. Ça reste le Padawan, il n'est pas rentré dans mes 6. Allez, j'entends. Monsieur Brook Lopez pour Bibi et Monsieur DeAndre Ayton pour Alex. On rentre dans le top 5. Et donc là, comme l'a dit Alex, est-ce qu'on va avoir le même top 5 ? Est-ce qu'on va avoir le même top 5 ? Vu les discussions qu'on vient d'avoir, c'est... Peut-être pas dans le même ordre, mais peut-être les 5 joueurs, j'en sais rien, on va voir. Number 5. Rudy Gobert. Quoi ? Tu l'as pas dans tes 6 ? Non. Ah ouais ? Ah la vache. D'accord. Ah moi je l'ai, moi. Ah, je trouve qu'on est trop dur avec Rudy. Autant il m'énerve de ouf, mais je trouve qu'on est trop dur. On dénigre trop son impact, je pense. J'entends. J'ai mis Kristaps. Donc ça veut dire que Kristaps n'est pas dans tes 6. Ah non. Voilà. Non. C'est là il que pas dans mes 6. C'est là qu'il y a la bascule. La bascule, j'ai donc Brook Lopez en 6 et Kristaps Porzingis en 5 et Alex a DeAndre Ayton puis Rudy Gobert. Kristaps limite, il aurait été plus dans une discussion dans mes 6 si on l'avait considéré dans nos ailiers forts. Ce qui à mon avis est d'ailleurs plus son poste naturel à la base que pivot, mais voilà. Non, je sais pas Kristaps. C'est vrai qu'il sort d'une très belle saison, Kristaps, c'est indéniable. Hein. Ouais, et puis on a tendance à dire à chaque fois, ouais, mais les saisons précédentes, ça on voit aussi. Chaque fois on est là, genre bon. Et là, le truc c'est qu'il s'est fait pousser la barbe et qu'il a été un peu plus agressif. Donc, bon, et sur Kristaps, je te la fais en rapide. Hein. On va voir ce qui va se passer à Boston. Mais il fait vraiment une super saison. Là, il y a 65 matchs joués. Il est à 50% au tir, 39% à 3 points, 85% lancé. Il y a 23 points, 8 rebonds. Il y a toujours ce contre-ennemi. Il y a un petit peu de passe. Ça fait plaisir de revoir Kristaps sur 2 jambes. Il y a un trade qui a été fait par Boston justement pour essayer de passer ce cap. Ils ont quand même lâché pas mal en retour hein, quand on sait après le jeu de domino qu'il y a eu avec Marcus Smart. Donc c'est un vrai pari. Je pense que c'est un pari qui va s'avérer payant. C'est un super joueur. Il a vraiment beaucoup peiné sur cette histoire de Dallas où il avait lui aussi des responsabilités dans ses échecs. Ouais, il y a eu blessure, puis Dallas. Il y a eu puis Dallas. Ça n'a pas été non, facile. c'est sûr. Mais c'est un joueur qui offensivement, quand il est sur 2 jambes, est un cauchemar à devoir défendre parce qu'il shoot de 9 mètres et en même temps il peut aller à l'arceau. Je suis content de le revoir sur 2 jambes et on va débattre de Rudy. Beaucoup plus un ailier fort qu'un pivot pour moi. Je le précise quand même parce que du coup j'aurais dû plus parler de lui dans la vidéo ailier fort. Bon, ok, d'accord. Je l'ai mis en pivot parce qu'en fait pour moi c'est un véritable pivot. Ah ouais, non, moi c'est vrai. Ouais, que d'accord. Okay. Pour moi c'est un joueur vraiment moins pivot, moins cercle, moins raquette, moins rebond. J'entends. J'avais hâte qu'on ait le débat Rudy Gobert parce que je vais te laisser argumenter en premier, ensuite je vais te donner mes arguments. Et je pose la question aux gens, est-ce que vous avez Rudy Gobert dans vos 6 ? Alex, pourquoi est-ce que tu as Rudy Gobert encore dans ton top 5 ? Parce que on critique parce qu'il nous énerve offensivement. Il nous énerve offensivement. Il se fait parfois afficher en défense, mais c'est parce qu'il est tellement fort en défense que dès qu'il se fait afficher, on ne parle que de ça. Ouais. On oublie un peu trop facilement, je trouve, le côté Rudy Gobert, bonjour, je mets 15 points, je prends 13 rebonds et je fais 2 contre et demi, 2 contre je sais pas combien par match, quoi qu'il arrive. Mm-hmm. On oublie un peu trop ça. On oublie là, mine de rien, le bien qu'il a fait à la défense des Wolves. On peut chier sur son transfert, moi je suis d'accord, la contrepartie, je la trouve immense. Pour un joueur comme Rudy, qui à mon avis est trop limité offensivement. Mm-hmm. Mais je pense que c'est le bon gars à mettre à côté de Karl Anthony Towns et Anthony Edwards. Je pense que c'est le bon gars, en termes de profil. Ils ont quasiment la même défense par rapport à la saison précédente, avant qu'il arrive. Ouais, moi, tu juges à quoi, là ? Ratings.
Et je l'ai trouvé meilleur. Mais... Je l'ai trouvé meilleur dans les moments où il fallait. Après, il y a aussi Naz Reid qui a bien progressé, hein, donc bien sûr. Donc c'est pas du coup, je dis pas du tout, c'est que Rudy. À un moment donné, ils ont enlevé D'Angelo, ils ont mis Mike Conley. Enfin, tu vois, genre à un moment donné, non, je ne dis pas que c'est si simple que ça. Je dis juste que en termes de piliers, de patron de défense, de je vais prendre mes rebonds, je vais dissuader, je vais protéger mon cercle. Alors oui, c'est sûr, il a plus du tout le profil des pivots NBA actuels. Mais pour moi, il est encore dans le top des pivots, il est encore dans le top des défenseurs. Et c'est pas parce qu'il sait pas faire un skyhook à 3 mètres, voilà, enfin vous m'avez compris quoi, qu'il faut forcément tout de suite le mettre de côté parce qu'il enfile pas les banderilles à 3 points. Non, j'ai trouvé ça un peu... Non mais je parle pas forcément pour toi, je parle de la critique générale qu'il y a autour de Rudy Gobert. Je pense que la taille de son contrat lui a fait beaucoup de mal. Ah, ça c'est sûr. Le fait qu'il soit payé aussi cher, ça montre aussi la rareté de son profil. Bah bien sûr. Bah, moi je reviens même pas là-dessus. À un moment donné, hein. Il est payé parce qu'en fait, il protège trop bien le cercle et il prend trop de rebonds. Et que dans l'histoire, des mecs qui ont été multiples défenseurs l'année, il n'y en a pas 157 aussi. Voilà. Donc moi je le garde là. Il est dans mes 6 pivots, moi. Ça a été un débat de mon côté parce que c'est une saison qui a été difficile pour Rudy. Intégration, nouvelle équipe... rôle aussi à définir offensivement. On n'a pas eu assez de temps Anthony Edwards qui Anthony Towns, Rudy Gobert. J'ai hâte de voir la saison prochaine, si ça va tenir. Ah, si Karl Anthony Towns peut jouer une saison complète, voilà. Après si il y a ça se passe bien, paramètres. En effet, on va voir. Ce qui m'a dérangé, c'est il a parlé Rudy du fait qu'il était exténué en sortie de Eurobasket. Parce qu'il avait beaucoup donné avec le Jazz, beaucoup donné avec l'équipe de France, que là on savait même pas d'ailleurs là, s'il allait faire le mondial, parce que ça fait quand même beaucoup d'été que Rudy enchaîne. A priori il vient. Hein. Oui, il vient. Sélectionné en tout cas, donc ça, il n'y a pas de souci. Il y a eu une chute sur cette saison, et où son impact, petit à petit, moi j'ai adoré la patience qu'il a montré, parce que petit à petit, les Wolves ont commencé à trouver un semblant d'efficacité. Mais quand j'ai revu la saison dans l'ensemble, et l'évolution de Rudy Gobert et par rapport à d'autres garçons, premièrement, il y a eu des situations et des vraies discussions, que ce soit autour de la fanbase de Minnesota et ou dans la planète basket au global, de fin de match où tu dois sortir Rudy parce qu'en fait, tes line-up, c'est avec Naz Reid, avec Naz fucking Reid. C'est une réalité. Chris Finch, parfois, il a dû se retrouver dans une situation où en fait, son pivot, c'était pas Rudy. Parce qu'en fait, les mecs adverses, comme tu l'as dit, par rapport à des situations athlétiques et physiques où c'était plus compliqué pour des Nikola Vucevic par exemple, il y a eu des situations aussi où ça y est, Rudy, il a plus 24 ans. Il en a 30. Et donc il y avait moins d'explosivité cette saison. Et j'ai très hâte de voir si là, avec l'été qui vient, et avec ce qui va se passer avec l'équipe de France, il va pouvoir retrouver 100% de ses qualités athlétiques. Mais il y a eu beaucoup de situations cette saison où en fait, il y a un moment où Minnesota, ils se sont dit, bah ouais, mais il faut qu'on mette Naz Reid sur le terrain parce que c'est avec lui que ça va faire la différence. Et donc quand tu ajoutes ça, plus, ça a été mis d'ailleurs ça a été bien mis en avant avec la blessure de Naz Reid. Et que derrière, il y a eu des petites histoires. Moi, je me souviens du punch avec Kyle Anderson. On peut dire ce qu'on veut. Moi, ça, j'ai pas du tout apprécié. Ça arrive, c'est des histoires de défectifs. Mais moi, j'ai pas aimé niveau comportemental. Ça a fait beaucoup d'assiettes dans la vaisselle de Rudy où j'ai trouvé que c'était pas si évident que ça qu'il soit dans le top 6 et que d'autres garçons pouvaient prendre sa place. Tu me parles de défense et de comportement et tu me mets Porzingis devant Gobert ? Bah parce que la saison que fait Porzingis, on fait un top saison 6 2023. Régulière avec les Wizards, quoi. Tu vois, il a fait quoi, Rudy, en régulière ? Enfin, ils n'ont pas été en play-off et en finale de conférence, là, avec les ils Wolves. sont allés en play-off ? Non, ils sont pas allés en play-off. Non, Alex. Ils ont fait le play-in tournament et ils se sont fait sortir par les Lakers. Non, les Wolves, ils sont allés en play-off. Ils ont fait un premier tour très valeureux contre les Nuggets. Oui, pardon, ils ont fait le tour valeureux contre les Nuggets en effet. Ils avaient perdu contre les Lakers. Rudy a été bon en effet. Je veux bien voir la dernière fois que Porzingis a été bon en play-off en fait. Bien sûr, et ça n'a pas été le cas. Et donc quand tu parles d'âge, notamment sur qui prendre par rapport à d'autres situations, je suis content de voir que Porzingis retrouve ses qualités athlétiques. Parce qu'en fait, derrière, s'il peut me faire une deuxième saison comme ça, je le prendrai devant Rudy. J'ai trouvé que cette saison, Rudy a eu un step down. Et donc il y a d'autres pivots que je préfère mettre devant. Mais oui, par contre, t'as raison, sur le premier tour, là, ça m'est sorti de la tête, le premier tour qu'il a fait, il a pas démérité et on l'a vachement mis en avant sur sa match-up face à Nikola Jokic. J'aimerais bien qu'il y ait une saison complète de Rudy à Minnesota où l'impact, il est là. On va pas commencer à dire que c'est la faute de Rudy. Pour l'instant, c'était la première. Tout à fait. Et on va pas dire que Towns. Et on va pas dire ils ont changé de meneur en cours d'année. Et on va pas dire que c'est de sa faute parce qu'en effet, il y a eu un gros contrat et il y a eu un gros transfert. C'est pas Rudy qui décide. Non, mais quand il prend des hooks à 3 mètres, c'est de sa faute, ça, par contre. Tout à fait. Mais j'aimerais bien voir si l'impact de Rudy là, à Minnesota,
ça va être le 3e membre d'un trident qui va loin. On espère que comme tu l'as dit, qu'Anthony Towns fait une saison complète, on espère qu'ils vont avoir Mike Conley à 100%, on espère qu'Anthony Edwards va continuer sur son leap. J'ai des interrogations. Bah moi, je prends faire des choix. Un mec qui, tous les ans, est parmi les meilleurs rebondeurs et les meilleurs contreurs. Voilà ce que je prends, très poste bien. de pivot. J'ai pris un hybride pivot ailier fort qui en fait nous fait une saison de zinzin là, en poste 5 et dont une des meilleures franchises a dit on va séparer notre meilleur meneur pour apporter à ce poste de pivot. Et je pense qu'à Boston, ils vont le sentir. Bah moi, je pense que c'est une erreur. Mais je peux me tromper par contre. On en parlera dans les 30 prévus en 30 jours. Après, je pense qu'il y avait aussi des trucs avec Marcus Smart, on ne sait pas exactement. Moi, j'ai trouvé ça chelou la façon dont ça s'est passé. Parce que tu sais, au début, tu te rappelles, au début, c'était pas Marcus Smart le trade. C'était Brogdon. Oui, voilà, il y avait du Brogdon, il y avait Marcus on en rediscutera. Mais oui, discutera. Les Celtics sont misés d'ailleurs pour le mettre plutôt en ailier fort, d'ailleurs, pas pour le mettre en pivot, a priori. C'est pour jouer à côté de Robert Williams et décaler Tatum à son vrai poste, qui est le poste 3. Pour faire du Big Five, ouais, tout à fait. On va voir ce que ça donne. J'aimerais bien, en tout cas, j'ai très hâte de voir si cette saison, il va y avoir des situations à Minnesota où Rudy joue les money time et où il ne sort pas. Ça, c'est un signe dangereux. C'est un signe dangereux pour les pivots. Quand tu commences, c'est pour ça que tu y faisais référence. Quand dans l'intro, je dis est-ce que tu peux rester sur le terrain au 4e quart-temps, tu pensais notamment à Rudy. Porzingis. Tout à fait. Ouais. À confirmer. Rester sur le terrain, on verra. Ouais. On verra. Tout à fait. On verra bien. Moi, je dis qu'il va se faire cibler de ouf. Bien sûr. Je remontre les places 6 et 5. Brook Lopez et Kristaps Porzingis pour Bibi, DeAndre Ayton et Rudy Gobert pour Alex. Est-ce que vous avez encore Rudy Gobert dans votre top 6 ? C'est à débattre. Allons-y. Créons le débat. Place numéro 4, Alex. Est-ce qu'on va être bon de 4 à 1 là ? Oh ! Là, normalement, peut-être, ouais, je pense, ouais. En 4, moi, j'ai mis Domantas Sabonis. Moi aussi. Bon, normalement, on a la même classe. Après, ça va se compliquer si on n'a pas les mêmes, par contre. Domantas Sabonis. Ouais, Sabonis, meilleur rebondeur de régulière. Grande saison régulière de Domantas Sabonis. Immense saison régulière, un des moteurs de ces magnifiques Kings. Malheureusement pour lui, ça rentre pas dans mon top 3. Et je vais être très franc avec toi, il n'y a pas eu une discussion très longue. Non. Voilà. Il était en 4, puisque par rapport aux 2 joueurs que je viens de citer, je le mets devant. Il y a un gap entre la place 3 et 4. Par rapport aux 3 autres qui sont derrière, qui sont devant, je le laisse Sabonis derrière. Il y a un gros gap entre les places 2 et 3 et entre les places 3 et 4. Ouais, je pense. Ouais. Je suis d'accord. Il y a un gros gap entre la place 1 et 2 aussi. Waouh. Et toutes les autres places qui sont après 1. Domantas, fabuleuse saison régulière, on peut en parler avec les Kings, c'est vachement bien. Il y avait eu ce transfert Tyrese Haliburton. Il y a toujours quand même cette interrogation sur Playoff Sabonis. Exactement, là en fait c'est ce qui a joué beaucoup contre lui, c'est que sa série contre les Warriors, avec les Warriors qui respectent pas son shoot et soit il hésite à les prendre, soit il envoie un peu des bricasses. En fait, les stats baissent en playoff. Et ça, je suis désolé, mais ça fait chier. Voilà. Les stats, les points, les rebonds, les passes d'ess, ça baisse en playoff. C'est pas la première fois. Et non. Et là, cette année, il y avait justement peut-être un coup à jouer différemment, c'est-à-dire que pour le meilleur rebondeur de la régulière, j'aurais aimé qu'il trouve le moyen de faire plus de dégâts sur la raquette des Warriors, qui n'est pas non plus... tu vois, genre, c'est pas la longueur et la taille des Nuggets, où justement, il n'y a pas un type comme Ayton qui gratte pas mal de rebonds, tu vois, ou justement la raquette des Wolves avec des Nasrid, des Gobert, enfin, tu vois. J'étais un peu déçu de ça, et puis j'ai été déçu de son poids offensif en play-off. Par contre, c'est vrai qu'il a fait une grande régulière, il a montré beaucoup de choses, même blessé, parce qu'il a joué dur avec sa blessure au pouce, qui va se faire opérer là, et on espère que l'année prochaine, il va arriver sans douleur, sans problème et tout. Efficace au tir, il a encore que 27 ans, il est grand, il est costaud, il pose des gros écrans, ça a l'air d'être un super joueur de collectif. Ouais. C'est un joueur collectif et de collectif, je veux dire. Donc, non, super, top 4 pivot, Domantas Sabonis, elle est belle quand même en attendant. Ouais, c'est une très belle 4e place, ça lui va bien, il a vraiment fait le boulot avec les Kings. Faut vraiment surveiller cette histoire de play-off. Ils l'ont prolongé là, je crois, cet été. Ils lui ont mis un petit truc. Faudra que je vérifie. Il me semble, je vais vérifier, bouge pas. Ouais, Domantas extension. Ah ouais, je pense, ouais. Domantas, ouais, 217 millions. Ils lui ont mis le max, quoi. Ouais. Un petit truc. À voir, parce qu'évidemment, on sait que les histoires de contrat, c'est toujours compliqué. Mais il est dans son prime, donc ils vont l'avoir dans son prime au poste de pivot à Sacramento.
Il y a peut-être des pivots là qui vont débarquer et qui vont dire non, moi je suis le premier ou deuxième meilleur joueur d'une équipe qui va loin. Domantas, t'as l'impression que cette équipe quand même elle est... D'ailleurs on avait débattu récemment, je crois que c'était dans la vidéo des meneurs, on se disait est-ce que c'est l'équipe de De'Aaron Fox, de Domantas, etc. Moi j'ai le sentiment que c'est plutôt l'équipe de Fox avec un excellent Sabonis à côté. Il va falloir fermer des bouches en play-off la saison prochaine et déjà revenir en play-off la saison prochaine. Il va falloir refaire une grosse régulière déjà. Et il va falloir progresser parce qu'en effet, comme tu l'as dit, tu peux pas juste, entre guillemets, foncer tête baissée et espérer choper du rebond offensif. Il y a un joueur plein de finesse, Sabonis, je dis pas le contraire, mais parfois je trouve qu'il y a un manque d'évolution là, dans le jeu complet de Sabonis. Il y a eu la passe, il a ça dans son biberon depuis qu'il est gamin. Il y a du rebond. Il y a le côté musclé, comme tu l'as dit, un joueur super dans le collectif. Mais est-ce qu'il peut passer un cap encore plus fort et plus haut individuellement? Ça, c'est une vraie question. Oui, en acceptant que les playoffs, il doit modifier une partie de son jeu et il doit aller plus dessous, chercher les fautes et les rebonds. Et que si jamais une défense ne le respecte pas, il faut qu'il trouve des solutions. Il a l'intelligence, il a le handle, il a tout ce qu'il faut en fait. Oui, il peut passer un cap, ouais. Ouais, je pense, moi j'y crois. On espère en tous les cas, c'est une très belle quatrième. Ce qui va y arriver, c'est autre chose. Nous sommes d'accord. Numéro 3, Alex. Bam Adebayo. Bon, ça va être... bon, on est bon. Normalement, à la fin de la vidéo, vous êtes tranquille. Bam Adebayo, mine de rien, il est plus jeune que tout le monde. 26 ans, il a, Bam. Monsieur Bam Adebayo, il est 3e et pas top 1 du top 3. Oui, tu l'as dit, il est encore jeune. 26 26, il vient de les avoir. On a dit la 26-27, Sabonis. Sabonis à 27. Ouais, il vient d'avoir 27. Enfin, il a eu 27 pendant les playoffs, je crois. Et donc, Bam Adebayo a un an de moins. Quelle saison de Bam. Bordel de merde. Quelle saison. Playoffs pas dégueu non plus. Des finales. Les finales de Bam Adebayo, est-ce qu'on en parle? Parce que oui, ils ont pris 4-1. Bon, d'accord. Ils ont pris 4-1, mais... c'est que Bam Adebayo, lui, il a défendu sur Jokic et en attaque, c'était le meilleur joueur du 8. 22 points, 12 rebonds, 3 passes à 46% au tir, 90% au lancer. Et il y a toujours du contre et de l'interception. En prenant ses responsabilités, en étant agressif. À chaque fois qu'il sortait, c'était l'enfer pour Miami. Spoelstra, qui est pourtant un garçon qui a des capacités d'adaptation tactique assez sérieuses. Dont on parlera la semaine prochaine. Voilà. Est en galère quand Adebayo sort. Alors c'est aussi parce qu'il a vraiment pas grand-chose. J'aime bien Cody Zeller. Enfin non, j'aime pas Cody Zeller justement. Non. Mais enfin, tu vois, voilà. Mais c'est compliqué. Mais c'est aussi parce qu'Adebayo est un fou furieux qui peut d'un côté essayer de se battre sur Jokic, qui lui-même est un fou furieux, et de l'autre côté peser en attaque. Pas beaucoup de joueurs peuvent faire ça en fait. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui peuvent faire ça. Vous me permettez un blasphème? Vas-y. Je pense qu'on a le même 2 et le même 1. Ah bah, j'espère bien. Est-ce qu'on prend des gens pour des fous s'ils considèrent que l'écart est très mince entre Adebayo et Joel Embiid? Oui. Oh, quand même. Faut se calmer quand même. Je pose juste là. Non, je pose des questions. Adebayo n'est pas un franchise player à mon sens. Mais Embiid doit en être un. Oh, Embiid en fait, il est bon, on fait Embiid maintenant, c'est ça? Non, je pose juste la question. Toi, tu es en train de changer la vidéo, c'est-à-dire que c'est pas un discours 1-2, c'est un discours 2-3 quoi pour toi. Non, mais non, en fait, je posais juste, c'est pour ça que j'aime bien te mettre en spot. Je pose juste la question parce que les rustines. Parce que en fait, Joel Embiid intrinsèquement et individuellement, et de ce qu'il apporte des deux côtés du terrain en termes de domination, il n'y a pas à discuter. Par rapport à Adebayo, tu veux dire? Oui. Bah, bien sûr. C'est le meilleur joueur des deux. C'est le trompa. Y a pas de mais souci. même en défense, il discute fort avec Adebayo, voire il est meilleur presque. Tu vois. Et si tu crées une franchise autour d'Adebayo, je pense pas qu'elle ira aussi loin que ça. Mais on apprécie, toi comme moi, des joueurs qui savent leur rôle, le connaissent et excellent dedans. C'est-à-dire que Bam Adebayo, il ne veut pas devenir un. Attention, j'ai mis Bam Adebayo en 3. Je dis juste, est-ce qu'on prend des gens pour des... Ma phrase, c'est est-ce qu'on prend des gens pour des fous s'ils pensent que la distance n'est pas aussi grande? Parce que juste, pour rendre hommage à Bam Adebayo,
l'écart il est encore conséquent. Non, mais il y a une distance de malade. Bien sûr, je trouve qu'on ne parle pas forcément assez du côté de Bam Adebayo de sa capacité en dehors de domination, leadership et production statistique, de ce qui rend les grands joueurs excellents, et c'est ceci est mon rôle, et comme par hasard tous les ans on va très loin. C'est pas un hasard. Non, ça je suis d'accord, mais attends, il est top 3, Et ça fait l'excellence d'un joueur. Et donc quand tu me dis par exemple Joel Embiid c'est le franchise player d'une équipe, etc., eh bien je te suis là-dessus, mais est-ce que Joel Embiid c'est le franchise player là, et on va le voir, en étant bien entouré ou pas bien entouré, d'une équipe qui va aller supra loin. On va le voir. Je pense qu'il devrait. Il devrait. Alors qu'Adebayo, je n'y crois pas. Je le mets pas dans ce rôle. On est d'accord. C'est pour ça qu'on est content de voir Nick Nurse featuring Joel Embiid. On parle d'un MVP. Oui. Embiid. Ouais. Et donc, c'est une autre discussion. Pour moi, il n'y a pas eu du tout de discussion. Il y a eu 1 et 2. Et puis après, j'étais là, genre, j'ai fait et très vite, Adebayo, il est arrivé. Et c'est normal. Moi, j'avais 1 et 2 et 3 et il n'y a pas de discussion. Je dis juste, voilà. C'est un top 5 d'IPA, il y a Adebayo, mais c'est pas du tout un MVP candidat. Il fait des très grosses finales. Il a aussi quelques mini trous d'air par moment, mais il se rattrape souvent bien. C'est un monstre défensif qui attaque de mieux en mieux. C'est ça, Adebayo. C'est vraiment un monstre défensif. Ça peut tout switcher, il peut contrer, il intercepte beaucoup, il est très mobile, il est un petit peu trop petit par rapport à certains pivots. Parfois, il se fait manger, mais par contre, ça lui permet d'être très agile et de bouger, et avec ses moyens athlétiques de fou furieux, c'est-à-dire qu'il a des bras, c'est pas des bras, puis l'autre, il a une détente, enfin, c'est n'importe quoi. Non, mais c'est vrai, il lèche l'horloge des 24 à Adebayo. Oui. Voilà. Donc, c'est sûr, mais il n'est pas dans la discussion 1-2. Non. Il n'est pas là. Il y est pas. Ça me fait juste sourire parce qu'on a eu, pour des raisons très différentes, on a eu parfois ce débat sur des histoires. Attention, ce sont d'autres profils de joueurs, d'autres dossiers. On a eu parfois ce débat, tu sais, sur Bill Russell versus Will Chamberlain, où on se disait joueur qui connaît son rôle, leader qui est excellent défensivement et dans une équipe qui cartonne souvent face à un joueur qui va être énorme intrinsèquement, mais les résultats, on va voir, etc. Et donc parfois on avait des débats de qui tu prends, quel type de joueur tu prends, etc. Intrinsèquement, on prend toujours Joel Embiid devant Bam Adebayo. Je voulais juste rendre hommage à Bam parce qu'il fait un truc qui est très difficile à faire en NBA, et quand les joueurs savent rentrer là-dedans, ça devient des champions. C'est quel est mon rôle, à quoi je me limite, et est-ce que je peux maximiser ce rôle-là. Et ça, c'est la clé des équipes championnes. Aaron Gordon, il est arrivé à Denver et on lui a dit arrête, lâche ça, tu vas pas être ceci. Tu vas être un couteau suisse défensif. Il n'est pas dans le top 6 de nos ailiers forts, du coup. Exactement, mais bon, après, c'est pas la même production. Hein. Ah bah non, bien sûr. Bam Adebayo, ça commence. Je trouve, c'est juste que ça commence à faire beaucoup de coïncidences. Alors, il y a du Spoelstra, il y a plein de trucs, plein d'éléments, il y a du Jimmy. Ça commence à faire beaucoup de coïncidences dans le début de carrière de Bam Adebayo, qui n'a que donc 25 ans, Bam Adebayo 26, ouais. 26, là, il va en avoir 26, en juillet, en effet. Ça fait beaucoup de coïncidences on te retrouve souvent fin mai, début juin. Ah non, mais complètement. Ça fait beaucoup de coïncidences avec Bam Adebayo. C'est ouf. Complètement. Pour autant. Et notre numéro 2, lui, on le retrouve plutôt souvent fin avril, début mai. C'est pas fin mai, début juin, c'est un mois plus tôt. Tu as toi aussi mis Joel Embiid en numéro 2 ? Bien sûr. Mais par contre, s'il y a des gens qui mettent Joel Embiid en numéro 1, là, les gens sont des fous. Bah, pas là, pas aujourd'hui, pas à l'été 2023, ce n'est pas possible. Mais non. Bon, on en reparlera dans quelques années, éventuellement, mais là, c'est pas possible. Tu peux pas prendre le place. C'est impossible. Voilà. C'est déjà très bien d'être 2. Voilà, c'est ça. Mais c'est impossible. Il y a un gap. Un gap sérieux. Où il y a eu une discussion pendant la saison régulière, et cette discussion s'est arrêtée au mois de mai. Voilà. C'est vrai. On aurait fait ce top 6 là en février, on aurait été là, bon. Le lendemain de Nuggets Sixers, oui, on aurait dit. Voilà, par exemple, tu vois, mais même dans la régulière en général, tu vois. Surtout dans la régulière. Joel Embiid, deuxième meilleur pivot, ça c'est indéniable. Et en effet, on l'a derrière Monsieur Niko Jokic. On en parlera après du Joker. Saison de MVP, saison de grande qualité, saison dominante. 33 points, 10 rebonds, encore meilleur marqueur de NBA. Pourcentage au tir et tout. Une folie absolue à devoir défendre. Une folie absolue à devoir attaquer. Et tout ça en ayant Doc Rivers en coach. Très très fort. C'est vrai, tout à fait. Nonobstant, Alex, jusqu'à ce que ça change,
ça fait quand même pas mal de fois qu'on a des situations type le Game 7 de Joel Embiid face aux Celtics. Oui, alors. Toi, t'es comme ça, toi. Tu sors la hache, hache et bam allez, dans la gueule. Mais non, mais qu'est-ce qu'on peut rajouter sur Embiid ? Oui, il est fort, oui, il est dominant, et physiquement, c'est peut-être le mec mental, le plus monstrueux. Leadership, putain, un peu blessure. Il y a des doutes. Ça commence à et faire ce sont beaucoup. des doutes qui on n'aimerait pas les voir devenir des certitudes, quoi. Mais plus ça va, plus ça penche du côté certitude. Parce que chiant. Parce que oui, ok, Doc Rivers en Game 7, patati patata. Oui, James Harden et tout, mais Joel n'a pas délivré contre Boston, je suis désolé. Non, je suis d'accord avec toi. C'était la série où il pouvait dire « je suis lui » avec un L majuscule. Et il n'a pas été lui. On retient plus les perfs d'Harden que les perfs de Embiid sur cette série-là. C'est normal. Game 7, quoi. Il a pas été bon en Game 7. C'est le match, à la limite. La série, on peut en causer, mais le Game 7, quoi, Joël. T'as pas le droit. T'as pas le droit de shooter aussi mal, de pas prendre autant de rebonds. Enfin, qu'est-ce que c'est que ces conneries, quoi. Ça fait trop mal au dossier. Mais au-delà de ça, il y a la globalité sur les 2-3 dernières années. En gros, moi, pour classer les joueurs actuels, je juge beaucoup les 2-3 dernières années et j'essaie de me projeter dans la suite. Les deux, ils ont le même âge. Ils ont un an d'écart. Jokic a un an de moins, 28, 29 pour Joel. Statistiquement, ils sont très différents parce que leurs jeux sont différents. Jokic score moins, mais passe beaucoup plus. Au rebond, c'est des bestiaux, les deux. En défense, Embiid beaucoup plus athlétique, beaucoup plus attiré par la protection de cercle que Jokic, qui a fait des gros progrès. Ok, on peut le donner. Deux côtés du terrain, on peut le donner à Jokic. Le problème, c'est leadership. On peut le donner à Embiid. À Embiid, oui, pardon. J'ai dit Jokic. Non. Deux côtés du terrain, on peut le donner à Joel Embiid. Il défend mieux. Et c'est pas demain la veille que Jokic va défendre mieux qu'Embiid. Faut pas exagérer. Par contre, sur la globalité, qui tu prends ? Il n'y a pas de discussion. Là, aujourd'hui, sur les 2-3 dernières saisons, parce que Joel Embiid vient d'être MVP. Mais Jokic est passé à quoi ? À un quart de poil de mammouth d'être triple MVP de suite. Il est passé à la flemme des votants. Peut-être, ou peut-être qu'ils ont eu raison de le filer Embiid à la rigueur. Mais je dis pas. Attention. Mais il avait un vrai dossier, Jokic. Je dis pas que Embiid ne méritait pas. À preuve étant, moi j'étais plutôt pour Embiid MVP cette saison. Il a été énorme en régulière. Mais il fallait confirmer. Confirmer. Jokic, qui donc a été 2 fois MVP, plus une fois complètement dans la course, là, a failli être 3 fois MVP de suite. Dans la foulée, il nous sort des playoffs à 30 points par match, 14 rebonds, quasiment 10 passes, pour aller au bout en cassant les finales. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire ? Voilà, c'est tout. Il est numéro 1 des pivots. Mais oui, je sais pas si on va faire ce top 6, mais si on devait faire le top 6 des joueurs actuels, tout poste confondu, je suis pas sûr de mettre Joel Embiid dedans. Faut voir, pourquoi pas, attention. Mais je suis sûr de mettre Nikola Jokic. Ouais, et la question sera de savoir si Jokic est un ou pas. Voilà, savoir qui tu mets devant. Ça sera ça la question. Qui tu mets devant aujourd'hui ? Bien sûr. Il y a un truc qui m'emmerde avec Joel, c'est que parfois, ok, je vais être parfaitement transparent. Parfois, vous savez, on se retrouve avec Léon et avec Alex. Parfois, on se dit attends, mais on va faire certains apéros et tout, etc. Et puis ça fait 7 ans qu'on commence à se dire ouais, les Blazers, faut-il, tu vois, l'ère Lillard était terminée, etc. Alex, j'ai l'impression que tous les ans, on fait l'apéro. Ok, Joel Embiid, les playoffs, c'est maintenant. Je revois là les playoffs. Il y a toujours un truc. Il y a toujours eu une blessure. Il y a toujours un machin. C'est un vrai problème. Et si on a tenu un discours unilatéral avec Anthony Davis, avec Zion, avec Kawhi, etc., il y a un moment aussi où on va devoir dire merci Joel Embiid, mais en fait, super saison régulière. Et en playoff, là, pour moi, c'est la dernière carte à jouer. La dernière carte à jouer, on va voir et tout, les histoires Harden, mais la dernière carte à jouer, c'est je lui donnais la carte Doc Rivers. Ok, il a un coach qui me sort par le cul, donc au revoir. Il va avoir Nick Nurse. On va voir ce que ça va donner. Mais Nick Nurse, il a remporté une bague et on peut dire ce qu'on veut, des joueurs l'aiment pas, mais il allait jusqu'au bout. Il a remporté une bague avec Marc Gasol qui s'occupe d'Embiid en plus. Exactement. Donc c'était aussi le cas de Doc Rivers à l'époque, mais voilà. Puis il y a Kawhi qui met un gros tir. Enfin, la série ne se résume pas à Gasol Embiid, hein, c'est pas ce que totalement. Mais on va voir. Mais j'aimerais bien que il y ait un changement.
Parce que pendant des années, on a vu Westbrook être extraordinaire et Harden être extraordinaire. Et on se disait, est-ce que ce sont des gars autour de qui, numéro 1, tu vas très très loin. Et en fait, Embiid, il est en train de prendre gentiment cette direction, qui est un joueur extraordinaire de saison régulière, où on n'est pas sûr à partir du printemps que tu es lui avec un L majuscule. Voilà. Je suis d'accord. Ça m'énerve. Parce que ce gars est fabuleux. C'est tellement compliqué aussi le sport de haut niveau. C'est tellement compliqué de toujours être à l'excellence, d'être exactement en forme, au bon moment, avec les bons résultats et tout. Pendant un moment, on demandait sur Jokic et tout. Là, maintenant, on dit non, c'est parce qu'il avait les partenaires qui étaient blessés. Peut-être aussi que c'est juste la courbe de carrière du gars qui est comme ça. Et on va voir si celle de Jokic peut aussi être comme ça, c'est-à-dire aller plus haut. Aller en finale NBA. Avoir une chance pour le titre. Il n'a même pas eu la chance encore pour le titre. Le MVP de cette saison en régulière est numéro 2 du classement des pivots. Et donc nous allons parler maintenant de Nikola Jokic, qui donc est numéro 1 incontestable. Comme tu en as bien parlé, il faut savoir si on fait un top 6 des meilleurs joueurs de la planète et savoir s'il est 1 aussi. Jokic a vraiment mis fin à un débat sur le meilleur pivot de la planète. Tu sais, pendant la régulière, il y avait des débats, etc. Là, il n'y a même plus là-dessus. Là, t'es un pro Embiid, là. Une Olajuwon 95, voilà ce qu'il a fait. Il est arrivé, il a fait c'est pas moi le MVP. D'accord les gars, mais vous avez de la merde dans les yeux. Et en plus, sans s'être rencontré évidemment, sans s'être affronté. C'est vrai, la différence Olajuwon, il a martyrisé Robinson à l'époque. Et en plus Jokic, ce qui est extrêmement fort également, c'est qu'il l'a fait à sa manière. Il a rien dénaturé. Il a continué à jouer pareil. Il a continué les passes à une main, les machins bizarres et tout. Et à un moment donné, on sentait qu'il y avait besoin qu'il se fasse violence et qu'il score. Il s'est fait violence, il a scoré. Il a fait jouer Jamal Murray. Il a fait jouer Aaron Gordon. Il a fait jouer Michael Porter Jr., Kentavious Caldwell. Tout le monde. Il s'est comporté comme un leader. Et une fois que c'était gagné, il a fait bon. Allez, c'est bon. Je vais en Serbie, moi. J'ai des chevaux qui m'attendent. Vous m'avez cassé les couilles, c'était génial ce printemps. C'est ça. C'était long. Hein. Qu'est-ce qu'on se fait chier. Non, mais franchement, c'est un style unique pour un joueur unique avec une domination assez unique et qui est allé au bout. Et c'est rare, en fait. C'est rare. Tout à fait. 26 points, 12 rebonds, 9 passes face aux Wolves. 35 points, 13 rebonds et 10 passes. Jesus Christ. Ah oui, non. Contre Phoenix. 28 points, 15 rebonds, 12 passes face au pauvre Anthony Davis, putain, qui n'a pas démérité, mais il n'y avait rien à faire. 30 points, 14 rebonds et 7 passes de moyenne contre Miami en finale NBA. Et avec Adebayo qui n'a pas démérité lui non plus. Non. Putain. Il a pris Adebayo, Ayton, AD et Rudy Gobert et il a fait merci cordialement. Ouais, c'est ça, exactement. Il a brisé le truc. C'était le plus évident des gars du top 6. Hein. Franchement, là, le top 1-2, il était facile à faire dans les pivots, faut pas exagérer quand même. Et après, Adebayo arrive vite quand même. S'il y avait un pivot là, c'est difficile à venir. Je remets juste la liste là. Je pense qu'on a toujours ce débat sur ce que va être Victor. Est-ce que c'est un 4, est-ce que c'est un 5, on va voir ce que ça donne à San Antonio, etc. Peut-être qu'il aura un mec de devoir à côté. Hashtag Kristaps. Si ça se trouve, Victor va très vite débarquer dans ces classements. Hein. En ailier fort ou en pivot ? C'est la question. T'as des joueurs qui ont de la marge de progression. Est-ce que par exemple un Robert Williams est capable de suivre une progression à la Bam Adebayo un peu ? On peut. Un peu. Walker Kessler, il va faire Team USA et est-ce que Walker Kessler peut devenir Nikola Jokic ? Je ne pense pas. Non, mais ça peut dans devenir le Rudy. Genre. Ah ouais. Walker Kessler, ça peut devenir Rudy plus. Hein. Ouais, voilà, je pense meilleur en attaque. Hein. Bah, à voir. Et après, être aussi fort que Rudy en défense, je rappelle, c'est pas si simple. Ah non, c'est compliqué. Après, c'est Jarrett Allen, hein, il est jeune, mais le problème, c'est que là, il nous a vraiment fait des playoffs inquiétants. Enfin, on était un peu saoulés. Mark Williams. Claxton. Mark Williams. Claxton aussi. Hein. Claxton, il a fait une très belle progression. Onyeka Okongwu, quand Capella va se faire transférer ? Pourquoi pas, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Qu'est-ce que tu penses de la progression de Nick Claxton ? Bah c'est super, c'est formidable. Quand même, c'est sérieux. Hein. Contre, rebond, il est encore jeune, hein, le Claxton. Hein. Je regarde ce qu'il y a
comme autre Non, pivot. c'est ça. Non, les pivots, on a une hiérarchie assez établie. Après, Non, on va ouais. voir qui va être capable de venir casser ça, mais c'est pas si simple. Jalen Duren aussi qui va bien se développer, Wendell Carter qui a fait du bon boulot à Orlando. Non, il y a des pivots qui peuvent faire le travail. Alperen Sengun, à voir aussi ce que ça va donner en développement du côté de Houston. Ce qui est sûr et certain, c'est que je vous remets une dernière fois le top 6, que nous on va vous laisser, parce que la semaine prochaine, et si on parlait... attends, on a fait les 5 postes, qu'est-ce qu'on pourrait faire la semaine prochaine? Les maîtres tacticiens, les stratèges. Je trouve ça pas mal. Et justement, c'est ce qu'on va vous souhaiter tout de suite, une très très bonne semaine. On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle vidéo, on vous attend dans les commentaires, savoir Ciao. qui est en 1 et en 2, on fait des bisous, et à lundi prochain pour les coachs. Ciao. Bisous. Ciao.